Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Environnement, une émission des questions environnementales et du développement durable, une production, comme vous le savez, de la rédaction de l'agence Galaxy Media. La République démocratique du Congo est dotée d'immenses ressources naturelles, à l'instar d'autres pays africains. Le pays éprouve bien sûr d'énormes difficultés à bien gérer ces nombreuses ressources naturelles, notamment le secteur extractif. Aujourd'hui, ces secteurs souffrent de tous les maux, opacité, détournement, malversation financière, fraude, corruption et j'en passe. Alors, comment la gestion de nos ressources naturelles peut-elle être orthodoxe et contribuer à, au développement de la République démocratique du Congo, notre pays? C'est cette question que nous allons devoir poser à notre invité sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Monsieur Norbert Yamba. Monsieur Norbert Yamba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Merci bien pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à cette émission que j'ai toujours suivie de loin, que je considère très pertinente. Et voilà, l'occasion nous est donnée pour qu'on puisse échanger. C'est la première fois que vous participez à cette émission, vous l'avez dit, vous la suivez de loin, mais quelle appréciation avez-vous de cette émission en fait? Cette émission est à la fois une émission qui répond et qui obéit à la mission de tout média de donner l'information, mais c'est aussi une émission que je considère très militante, très engagée dans la régulation des affaires publiques. J'ai toujours suivi, que ce soit dans les domaines du minier, que ce soit dans les domaines forestiers, j'allais dire les ressources naturelles de manière générale. On donne l'information, mais on se bat pour que les choses marchent comme il se doit. Et donc j'ai véritablement compris que cette agence travaille, oui, pour donner l'information, mais c'est aussi pour aider le Congo à se relever. Alors, Norbert Yamba est expert consultant international en matière de développement durable. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous l'avons invité sur ce plateau pour parler de la contribution de nos ressources naturelles au développement de la République démocratique du Congo, gestion, protection, préservation, exploitation de ces ressources naturelles, mais cela doit contribuer au développement de la RDC dans le cadre bien sûr du développement durable. Norbert Yamba, expert international en matière de développement durable, il y a une autre présentation que vous pouvez vous faire vous-même? Non, nous ne sommes plus au moment des étiquettes, parce que les étiquettes n'ont jamais donné des solutions dans notre pays. Ce qui est vrai, c'est que ce domaine des ressources naturelles, c'est un domaine pour lequel j'ai assumé des responsabilités à l'échelle internationale, parce que j'ai quand même une formation post-universitaire par rapport à ces questions, et donc j'en ai un peu de l'expérience, une modeste expérience bien entendu, et ça me permet véritablement de consolider la conviction de tout un chacun par rapport à la question. Vous avez été directeur général du projet de gouvernance environnementale de la coopération belge, vous avez assumé les fonctions de coordonnateur RED à la FAO, vous avez été coordonnateur de la gestion des ressources naturelles dans un projet de l'USAID, la coopération américaine. J'étais aussi coordonnateur à l'échelle sous-régionale africaine sur la question de l'impact environnemental dans les sites protégés. Voilà. Alors, je l'ai dit tantôt, la RDC est dotée d'immenses ressources naturelles, mais nous n'allons pas tout prendre. Prenons les forêts et l'eau, les ressources forestières, les ressources hydriques, mais déjà de façon générale, Monsieur Norbert Yamba, 60 ans après notre indépendance, quel bilan, à mi-parcours soit-il, pouvez-vous établir de la gestion de nos ressources naturelles de façon générale? Merci mon ami Ruben. Vous savez que notre pays est reconnu comme parmi les grands pays à la cession de notre pays à l'indépendance, pays en revenu intermédiaire, au même titre que l'Afrique du Sud, le Canada, la Corée du Sud, etc. Le Canada aujourd'hui est parmi les G8, l'Afrique du Sud est parmi les pays émergents, j'allais dire les pays qui sont véritablement en développement. La Corée du Sud aujourd'hui, c'est parmi les dragons asiatiques avec 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts.
et le Congo qui avait déjà 1960 368 $ par habitant par an contre 257 pour la Corée du Sud. Aujourd'hui, le Congo n'a que 50 milliards de dollars, encore que c'est une moyenne statistique. Voilà, donc le Congo a reculé. Mais je voudrais vous dire que à l'époque, le Congo avait au moins 44% des recettes en devises provenant du secteur agricole. Le Congo avait plus de 69 sociétés agricoles, plus de 180 sociétés forestières. Et donc, il y avait prospérité. Il y avait un peu presque partout dans nos provinces de pôles, des agglomérations extra-coutumières et qui regroupaient le travailleur qui produisait, etc. Où on trouvait tout. Personne ne voulait véritablement venir à Kinshasa parce qu'en réalité, toutes ces agglomérations, toutes ces sociétés ont servi à quelque chose. Mais écoutez, si 44% des ressources en devises provenaient du secteur de ressources, non, du secteur agricole, je ne parlais pas des ressources minières qui constituaient pratiquement 70% de ce qui représentait les ressources. Mais 60 ans après, bon, écoutez, on n'a que les yeux pour pleurer. Toutes ces sociétés ne fonctionnent pas aujourd'hui, on n'a même pas 10% de ce que cela représentait en 1960. Certainement que dans les secteurs forestiers, avec la conversion, n'est-ce pas, des titres fonciers à concession forestière, etc. Donc moi-même j'ai participé comme consultant avec la Banque mondiale, et donc on est au-delà de 80 sociétés. Mais avec quel revenu? Avec quelle contribution dans les budgets de la République? Et donc on est là en descend de ce qui représente 5%. Alors, 60 ans après, bon, il faut comprendre que le secteur garde encore un défi d'amélioration de la situation, un défi pour que cela puisse servir véritablement de moteur pour le développement de notre pays. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un secteur qui a donné 44% des ressources en devises puisse aujourd'hui ne pas donner même 1%. C'est pas correct. Donc, la situation n'est pas assez pertinente. Il faut que les gens prennent conscience pour qu'on en profite au maximum. Simplement parce que, jusqu'à preuve du contraire, malgré les exploitations qui ont eu lieu, mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons notre forêt qui représente encore 150 millions d'hectares. Aujourd'hui, la forêt est une entité régulatrice de dérèglement climatique, etc. On peut bien capturer, n'est-ce pas, les gaz à effet de serre, et donc nous avons intérêt naturellement de mettre en valeur notre forêt, à l'instar, par exemple, du Brésil, sur les 250 millions d'hectares au niveau du bassin du Congo. Le Congo seul dispose de 150 millions. Et le Congo, dans cette forêt, il y a d'autres ressources. Nous avons plus de 1000 types d'oiseaux qui suscitent l'intérêt par rapport à la biodiversité. Nous avons plus de 509 espèces de mammifères. Nous avons plus de 350 espèces de reptiles. Nous avons plus de 100 espèces de primates. Les bonobos aujourd'hui suscitent l'intérêt. Voilà, donc nous avons une puissance aérétique, c'est-à-dire plus de 1500 espèces de poissons dans le bassin de Chiloango. Donc nous prenons le dossier avant le bassin d'Amazonie qui n'est que 413. Et donc tous ces éléments faisant combine montrent très clairement que nous avons des potentialités. Si on met en place des stratégies innovantes qui permettent de déterminer, de booster ce secteur, donc on aura beaucoup de ressources qui permettraient au pays véritablement d'avancer. Mais ressources abondantes, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un péché, une malédiction d'avoir ces ressources parce que ces dernières ne contribuent pas au développement des populations congolaises? Oui et non. Oui, simplement parce que lorsqu'on a des ressources, on est capable véritablement de changer la situation. Encore qu'il faut y mettre de l'intelligence politique, économique et managériale, etc. Il me semble que cela a fait défaut. Cela a fait défaut. Mais j'allais dire que une autre face de la chose, c'est que, bon,
ça fait l'objet de convoitises de puissance d'argent, qui nous assiègent, qui utilisent toutes les stratégies malveillantes comme pour nous déprimer, comme pour nous affaiblir, nous vulnérabiliser, etc. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, de nous organiser. Vous ne pouvez pas imaginer que la Chine, ça a connu la même situation. La Corée du Sud, ça a connu la même situation, mais ils se sont organisés. C'est une question d'organisation, une question de stratégie, une question de recherche de stratégies innovantes, avec une élite politique non impérialiste et élitiste, une élite qui a une vocation, celle de changer le pays. Et cette élite constitue pour nous un défi. Comment pouvez-vous imaginer, mon ami Redan, lorsque vous regardez le Maroc n'a pas beaucoup de ressources naturelles, si ce n'est que les phosphates. Ça, c'est de ressources minières. Mais sur le plan de ressources de la biodiversité, il y a le poisson. Mais le Maroc a utilisé la mer Méditerranée pour avoir des poissons, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une usine où on fabrique des sardines. Lorsque vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, etc., vous voyez sur le marché des sardines amies en provenance du Maroc. Alors, il n'a que le phosphate. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de l'intelligence, ils transforment ce phosphate, et aujourd'hui le Maroc, véritablement, a plus de 100 milliards de produits intérieurs bruts. 100 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Vous voyez, et donc nous avons autant, tous les tableaux de Mendeleïev, on en a, bien entendu, mais on n'a rien, même le Maroc n'a que le phosphate. Aujourd'hui, s'il y a un pays africain, bien que du Nord, ça c'est évident, qui sait donner des crédits à d'autres pays africains, le Maroc est en tête, plus que même l'Égypte et l'Algérie, vous voyez, et le Nigeria. Donc, sincèrement, c'est une question d'intelligence économique, c'est une question de priorité, c'est une question également de compatibilité de la vocation de l'élite et le défi de la République. Et ça, ça reste véritablement un défi réel pour l'avenir de notre pays. Alors nous l'avons dit, vous l'avez dit également, la RDC dispose de 150 millions d'hectares, certains parlent même de 155 millions d'hectares de forêts, mais avoir la façon dont ces ressources forestières, parce qu'on parle d'abord des forêts, avant de parler des questions liées à l'eau, ces forêts, la façon dont elles sont gérées, est-ce que ça vous inspire confiance? Mais écoutez, cher Ruben, j'ai travaillé plusieurs fois avec la Banque mondiale dans le secteur de la forêt. J'ai fait le monitoring, n'est-ce pas, de beaucoup d'exploitations forestières dans notre pays. Il y a des sociétés forestières mixtes. On retrouve vraiment des privés et vous trouvez également l'État avec un fondé du pouvoir. Il y a aussi des sociétés forestières qui sont essentiellement privées, avec des millions d'hectares à gérer. Le premier constat, c'est que, en termes de contribution dans les produits intérieurs bruts, on n'est pas au-delà d'1%. C'est nul, disons-nous. On n'est pas au-delà d'1%. Donc, vous l'avez dit, c'est nul. Et pourtant, nous avons un potentiel de plus de 500 millions de mètres cubes de bois. Et chaque année, on peut produire 6 à 10 millions, n'est-ce pas, de mètres cubes. Malheureusement, on ne dépasse pas 500 000. Ça sont des données statistiques qui sont disponibles parce que les données sont déclaratoires. Ce sont ceux qui produisent, qui déclarent. Mais il n'y a pas un système d'implémentation, il n'y a pas un système de monitoring pour voir comment ils produisent. Et généralement, ce qui arrive dans les exploitations forestières sont, n'est-ce pas, des agents de l'environnement, notamment les superviseurs qui sont basés dans les territoires, etc. Comme consultant dans ces domaines, je vis des inspecteurs venir dans tel ou tel, parce que j'ai travaillé non seulement pour les comptes de la Banque mondiale, mais j'ai travaillé également pour les comptes des sociétés forestières, sociétés d'exploitation forestière. L'inspecteur qui vient voir
naturellement, le chef d'exploitation, n'est-ce pas, de bois dans une société, etc. Il appelle ce chef-là patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il quitte chez lui. Non seulement l'État ne lui a pas donné les freins de mission, et non, les missions, que ce soit son logement, que ce soit, n'est-ce pas, son séjour et sa restauration, c'est donc le chef d'exploitation. Or, lui, il est censé contresigner la production. Et voilà, dis-moi, il fait quoi? Il ne sait même pas regarder. Il est biaisé d'avance. Entre-temps, le système d'aménagement forestier, qui aurait pu véritablement nous donner l'idée, ne serait-ce que le nombre d'équipages au pied de l'arbre. Ce système n'est pas opérationnel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nos forêts soient dotées d'un plan d'aménagement. Un plan d'aménagement. Et ça tarde à venir. Et non, alors, maintenant, vous n'avez pas de référence. Et d'ailleurs, même lorsqu'on a la police, ce qu'on appelle le permis de coupe, il faut y aller sur le terrain. J'ai vécu à l'Équateur. Des sociétés en train de couper, n'est-ce pas, du bois, nuitamment. Avec quel diamètre? De moins de 150 cm. Ce qui est en violation véritablement de loi et textes réglementaires. Et alors maintenant, quand ça vient, l'État, lui, a mis en place un certain nombre de taxes. Il s'intéresse de ces taxes, qui se font sur base d'une déclaration, encore qu'il y a des arrangements tacites, etc. Et voilà. Donc, on se trouve en situation où on est au-delà de 60 taxes, mais l'État lui-même, il n'y a pas une contribution. Je vous ai dit que dans le produit intérieur brut, c'est presque nul. Vous voyez, donc, là aussi, il y a une corruption pratiquement institutionnalisée. Vous avez quelqu'un j'ai été dans les Bandundu, dans un village où une exploitation forestière faisait son travail, et curieusement, ils ont coupé 1900 wenge. Et vous savez que le wenge, le bois noir, il faut 60 ans. Il faut 60 ans pour arriver à l'âge d'exploitation. Mais on est dans un village, on exploite 1900 wenge. Et curieusement, une destruction. Et curieusement, on paye simplement, à l'époque c'était 90 000 francs, ça représentait $100. La société n'a construit ni école, ni centre de santé. Le gouvernement qui a bénéficié tous les frais y afférents, que ce soit les frais d'abattage, que ce soit les frais de reboisement, etc., toutes les taxes liées au permis de coupe, etc. Et il n'en vend même pas un franc, mais entre-temps, la société qui avait la responsabilité au regard de l'article 89 du Code forestier, qui donne la possibilité de réaliser des infrastructures socio-économiques, la société ne fait rien, parce que la population est ignorante. Et l'État aussi regarde. L'État aussi regarde. Et d'ailleurs, je vis à l'Équateur. L'État, une fois la population posé problème, on envoie des militaires, la police, pour brimer, parce que l'État avait déjà eu sa part. Et donc, nous ne sommes pas dans une sorte de cohérence mathématique pour travailler dans les cadres de la finalité de l'action économique, qui est de répondre naturellement, non seulement aux besoins, aux bénéfices de l'exploitant, mais également, n'est-ce pas, à lutter contre la pauvreté de nos populations. Et donc, il y a une sorte de complotation élitiste qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nos villages forestiers n'ont aucun bénéfice. Je vis dans une province, dans un village de 250 familles, parce que j'ai fait le monotouring, et dans ce village-là, il y avait une société qui exploitait, et vous savez, là, il y a des questions de redevance coutumière. Il faut payer les redevances par mètre cube. Et quand j'ai fait le calcul, donc, la société devrait payer, ne serait-ce que 15 000 dollars, c'est pas la moyenne, par mois au village. Alors, maintenant, ça c'est la redevance, essentiellement la redevance. La redevance coutumière, au-delà des moyens qui sont destinés aux ayants droit, aux gardiens de la forêt, etc. En dehors des moyens qui sont destinés également à l'État. Voyez. Alors maintenant, quand j'arrive, je regarde, la société ne donne même pas. Il y a un village de 250 familles. Quand vous prenez à l'époque 15 000 dollars,
vous êtes capable de donner au moins 80 tôles chaque famille. Chaque famille, oui. Écoutez, si on fait 2, 3, 4 ans, on change le village. Mais quand vous regardez ce village-là... C'est le développement qui entre dans le village. Voilà. Quand vous regardez ce village, l'école, c'est en paille. Le petit centre de santé, c'est en paille. Ah, donc, encore qu'il n'y a même pas de matériel, etc. Le chef de secteur ne sait même pas combien on produit, actuellement, dans son secteur. Il n'y a pas d'intégration. Le gouvernement provincial ne rétrocède pas 15% au prorata de la production. Et donc, le gouvernement central, lui aussi, ne rétrocède pas 40% des recettes à caractère versées naturellement par les exploitants. Il demande aux exploitants de réaliser des infrastructures socio-économiques qu'il aurait lui aussi fait réaliser. J'étais à Bikoro, j'ai trouvé dans un village, les gens voulaient qu'on puisse créer un canal d'amener, n'est-ce pas, du lac Maïndombe jusqu'au village. Ça coûterait combien? On ne peut pas aussi terroriser les exploitants forestiers. Si on doit amener un canal, ça relève véritablement de la responsabilité de l'État. Voilà. Donc on est dans cette situation. Alors maintenant, généralement, quand on regarde le ministère de l'Environnement, etc., on est dans les ateliers, mais il y a moyen, il y a moyen de réfléchir sur cette question. Comment pouvez-vous imaginer? Vous avez autant de secteurs, et même les secteurs qui sont des entités avec un budget, avec un programme aujourd'hui. Il n'y a pas une réflexion qui permette à ce que les moyens qui sont dévolus, n'est-ce pas, aux ayants droit de l'entité des provenantes de bois, que ces moyens soient intégrés dans le budget du secteur et qu'on détermine naturellement un programme qui lutterait contre les développements. Donc, la question de l'intérêt, n'est-ce pas, de la forêt aujourd'hui chez nous, la question de l'impact par rapport à la lutte contre la pauvreté, c'est une question, c'est une chimère, c'est du vent, c'est de la fumée. Malgré autant de sociétés, en fait, qui sont disponibles et qui, visiblement, sont couvertes pour la plupart des cas par l'élite politique. Mais tout ça, en fait, M. Norbert Yamba, c'est un problème d'application des textes, parce que le secteur forestier est doté de nombreux textes, des lois réglementaires qui doivent légiférer sur ce secteur, mais n'est-ce pas un problème d'application des lois qui existent déjà dans ce secteur? Mais je l'avais dit, s'il y a un secteur qui, depuis 2002, avec la disponibilité du code forestier, etc., mais le secteur de l'environnement a connu beaucoup des textes réglementaires, au-delà, n'est-ce pas, du code forestier, etc. Mais écoutez, chaque chose, monsieur le journaliste, ça exige naturellement l'animation. Le ministre doit faire beaucoup d'efforts. Lorsqu'on est au bureau, on signe, n'est-ce pas, les arrêtés, etc. Mais on oublie qu'on doit faire. On est animateur principal. Ces textes existent. Les quelques rares, lorsqu'il faut faire la sensibilisation, etc., c'est peut-être la Banque mondiale, c'est peut-être l'Union européenne. On ne peut pas laisser le décès d'un peuple à des étrangers. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des ONG qui sont spécialisées sur la question. Ces ONG, effectivement, feraient du travail. Mais ils le feraient à quel prix? Il faut un moyen minimum. Aller jusqu'à l'Issala, il faut payer l'avion, etc. Et généralement, ces ONG, c'est recours aux bailleurs de fonds extérieurs. Or, le bailleur de fonds qui donne, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ce sont les exploitants qui financent aussi. Bien entendu. Tous ces exploitants, pour la plupart, sont des étrangers. Oui. Et les ONG qui sont opérationnels dans ce secteur sont des ONG qui sont financées par des guichets, n'est-ce pas, de leurs pays respectifs. Il y a une sorte d'interaction dynamique entre les différents acteurs. Entre-temps, nos ONG, parce que notre gouvernement n'a pas l'air de travailler en collaboration avec elles, que bon, ces ONG font les relais. Vous ne pouvez pas imaginer, cher Riben, regardez le parc de Virunga. Dans le parc de Virunga, on a découvert une grande intensité du pétrole. Beaucoup de pays, quand les États-Unis, on parle de plus en plus des États-Unis, mais les États-Unis ont fait aussi sa fortune sur le pétrole. Des pays comme l'Iran, des pays comme l'Arabie Saoudite, même la Russie. La Chine aujourd'hui, elle a trouvé un terrain fertile. Mais nous, Dieu nous a donné dans le lac, n'est-ce pas, qu'il y ait du pétrole.
Et puis finalement, on déclare le lien comme le patrimoine mondial. Et il ne faut pas exploiter. Il ne faut pas exploiter. Et mais sur le même axe, ça va jusque, c'est pas en Ouganda, mais en Ouganda, on exploite, sauf chez nous. Et donc, on garde nos richesses, on garde nos ressources pour les générations futures d'autres pays étrangers, etc. Mais entre-temps, toutes ces ONG qu'on mobilise pour faire des déclarations parfois incantatoires, dans le sens de dire non, patrimoine mondial, le changement climatique, etc. On l'a vu avec Trump, etc., qui niait jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, ces questions de changement climatique, il y a même des gens qui considèrent que c'est une anarque. Je n'adhère pas naturellement à cette thèse, mais j'ai dit qu'il ne faut pas en faire profession. Voilà, donc, moi j'ai dit qu'il faut prendre en considération les différentes opinions. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand nos ONG se mobilisent pour contester naturellement l'utilisation du pétrole qui se trouve dans notre parc. Il existe des technologies aujourd'hui qui peuvent être d'application dans les centres de pouvoir exploiter ce pétrole Personne ne l'a prouvé jusqu'à aujourd'hui. Sans handicaper, n'est-ce pas, les écosystèmes entretenant la vie. Écoutez, vous dites personne ne l'a prouvé, mais personne n'a participé à la déclaration de la reconnaissance d'un patrimoine mondial. Ça, c'est le patrimoine que Dieu nous a donné, et nous sommes les premiers bénéficiaires de ce patrimoine. Vous ne pouvez pas venir pas de quelque part pour des institutions qui sont robotisées sur le plan international. Aujourd'hui, on connaît la géopolitique des institutions internationales. On sait qu'elles roulent en fonction de quel intérêt. Écoutez, nous, on va rester pauvres simplement parce qu'on ne peut pas exploiter avec nos ressources qui sont disponibles. Ce n'est pas correct. Entre-temps, on nous prive des ressources comme du pétrole qui devrait ça fait fureur à travers le monde. Mais entre-temps, du côté des ressources minières, ils les prennent, ils nous fabriquent des codes à l'air porté, etc. Et nous n'avons pas de leaders clairvoyants. Voilà, donc nous n'avons pas de leaders clairvoyants. Et aujourd'hui, on est véritablement à la merci de tous ces vautours internationaux qui profitent au maximum de ce que et nous disent que nous sommes pauvres et nous tuent, n'est-ce pas, dans les îles des Canaries, etc. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons intérêt d'apporter un débat fondamental. Il y aura d'ici là le COP26. Pourquoi on ne peut pas? Vous avez suivi lorsqu'il y a eu le sommet de Copenhague. Avant cela, les Africains se sont retrouvés, n'est-ce pas, à Tripoli pour discuter, n'est-ce pas, de ce qui représenterait l'agenda stratégique de l'Afrique. Et l'Afrique avait demandé à son temps 67 milliards de dollars. Vous imaginez que l'Afrique, le Congo, représente 47% de la forêt. Oui. Et lorsqu'on détermine 67 milliards, le Congo ne savait pas combien il aura. Parce qu'il n'y a pas eu de discussion de fond, il n'y a pas eu des hommes et des femmes qui ont fait véritablement le calcul de l'équation allométrique pour savoir quelle est la quantité de carbone qui peut être séquestrée par notre forêt. Et ça, c'est un problème, mes chers amis. Donc, les gens croient que le pouvoir, c'est faire des déclarations, c'est parler à longueur de journée. Mais comprenez que la technique, c'est celle qui développe le pays. Et donc, la technique ne se négocie pas. Or, on a pris vraiment les habitudes de croire que bon, parce qu'on a tel ou tel diplôme, on peut assumer telle ou telle responsabilité. On peut avoir 5 doctorats, mais on ne maîtrise pas toute la problématique liée à la gestion environnementale. Simplement parce qu'on n'a pas cette technique-là. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, si l'on veut vraiment que nos pays avancent, si l'on veut vraiment que ce pays retrouve son compte, qu'on identifie dans les différents secteurs de la vie nationale, qu'on sache que tel est capable de faire ceci. Et nous avons un personnel politique et intellectuel à travers le monde qui se retrouve dans les différentes institutions qui ont fait preuve, etc. Ces gens-là peuvent être utilisés au maximum pour permettre à ce que nous puissions être discutés d'égal à égal. Vous savez, et là je termine, j'avais un professeur, quand j'étais encore à l'université d'Anvers, c'est un Brésilien, et vous savez, le Brésil, aujourd'hui, a une très grande expérience, il nous donnait le cours de négociation, et il nous disait toujours, mais vous ne pouvez pas imaginer le Congo-Kinshasa, qui a une grande forêt, avec 150 millions
d'hectares qui se trouvent dans les bassins, qui a 250 millions. Non seulement il n'y a pas des interactions entre les pays de la sous-région, mais également il n'y a pas ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, des alliances de passerelles avec d'autres alliés à travers le monde, comme le Brésil. 820 millions d'hectares. Le Brésil aujourd'hui a plus de 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous sommes à 50 milliards. Et alors maintenant, on n'a aucune relation, on n'a aucune organisation qui nous met ensemble pour véritablement faire des négociations sur le plan international. Voilà où on en est. Il nous faut de la diplomatie également dans ce secteur. Bien entendu, la négociation porte sur la diplomatie. Et donc, il faut créer quelqu'un, une agence qui s'occuperait de cette question et qui sera véritablement gérée par quelqu'un qui a la profession. Pas des gens qui bloquent les choses, etc., qui relèvent véritablement des différentes propositions qui sont ici et qui touchent l'argent auprès, je ne sais pas, des bailleurs de fonds et qui n'ont qu'à relayer la vision des bailleurs de fonds. Des gens qui sont des divinités, quand je parle de divinités, c'est-à-dire qui sont des esprits, qui sont capables véritablement d'analyser les choses avec détermination et courage et de proposer un agenda stratégique sous forme d'un paquet au gouvernement pour booster le secteur. Ça, on en a besoin. Alors, le secteur forestier, on ne saura pas tout décortiquer, M. Norbert Yamba-Yamba, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que nos ressources forestières soient gérées de façon durable, orthodoxe, et qu'elles puissent contribuer au développement du pays? Mais l'orthodoxie de la gestion, n'est-ce pas, de notre forêt passe par le leadership politique. Il faut qu'il y ait une volonté très volontariste des autorités de la République qui considèrent la forêt comme notre or vert. Nous avons tout, ne serait-ce que le tourisme. Il faut aller au Virunga, il faut aller à Kaouzibienga, il faut aller à Upemba, etc. Vous allez voir le nombre de touristes par jour. Combien d'argent nous faisons entrer, etc. Et on a besoin qu'il y ait une volonté volontariste. On a besoin que l'on puisse sortir de l'opacité, vous savez. Et à différents niveaux, que les gens se disent, oui, 60 ans, on n'a rien foutu. Dieu nous a donné ça, c'est pas pour rien. Nous avons été bloqués par les appétits gloutons à travers le monde. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Il y a une marge de manœuvre, parce qu'il y a une sorte de multipolarité. Il y a plusieurs puissances qui émergent. Et nous pouvons profiter véritablement parce qu'il y a une marge de manœuvre. Et ça, on en a besoin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait également que le gouvernement de la République sache que certainement qu'il est représenté à différents niveaux d'atterrissage, à différents échelons administratifs, mais c'est aussi vrai que la République ne se gère pas seule. Il y a aussi des organisations, des ONG spécialisées sur la question, qui au lieu simplement de servir de bébé sous biberon, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds extérieurs, mais le gouvernement de la République peut garder un budget conséquent à ces ONG qui vont faire le monitoring, ce qu'on appelle le contrôle ou l'évaluation de l'action publique à différents niveaux. Et ce système de surveillance mutuelle va permettre une meilleure gestion parce que ça va véritablement lutter contre la corruption qui aujourd'hui est devenue endémique, presque institutionnalisée. Et troisième chose, il va falloir également qu'il y ait des médias spécialisés. Parce que les sociétés à travers le monde ont un grand garde-fou, c'est le média. Encore que le gouvernement de la République, toujours, doit savoir identifier ces médias. Il est anormal que nos dirigeants, que ce soit politiques et économiques, ont tendance à se référer aux médias externes et que de nos médias ici. Et généralement, ils disent nos médias ne sont pas sérieux, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'audience. Pour avoir l'audience, mais il faut avoir le moyen, il faut déployer les gens un peu presque partout, il faut des moyens. Et tout ça rentre dans une vision systémique de ce que représente la gestion politique de ce secteur vital de la République. Il faut également qu'au niveau, n'est-ce pas, de nos villages, ce qu'on appelle des communautés riveraines, etc., qu'il y ait une sorte de croissance de lucidité. La croissance de lucidité pose la problématique de l'encadrement, véritablement, n'est-ce pas, de tous ces riverains. Et la loi, le code forestier, à son article 22, parle des concessions communautaires.
Aujourd'hui, il y a une possibilité qui est donnée, n'est-ce pas, aux communautés riveraines, n'est-ce pas, d'avoir leurs propres concessions. Oui. Encore que l'État organise, n'est-ce pas, avec la complicité de certaines ONG, bien entendu, cet encadrement qui leur permettent d'accroître la lucidité, de construire l'ancrage institutionnel et de permettre à devenir véritablement le premier surveillant. Et construire des passerelles entre les exploitants forestiers et les communautés autour des infrastructures de base. C'est très important. Encore qu'il faut savoir mesurer ces infrastructures et savoir aussi mesurer la responsabilité de l'État par rapport à ce qu'il doit faire. Il ne faut pas laisser la responsabilité essentiellement aux exploitants forestiers. Sinon, s'il n'existe plus les responsabilités, et donc les petites routes que l'on peut voir au niveau des villages, les petits bateaux que l'on peut voir, ou les magasins que l'on peut voir, n'auront pas lié. Donc, il faut un équilibre par rapport à ça. Encore que, bon, l'agence de corruption, l'inspecteur général des finances, etc., fassent leur travail, et puis les ministères qui sont concernés, parce qu'il y a un interministériel aussi, par rapport, il y a des comités de pilotage, etc., sont aussi interpellés par le Parlement, l'Assemblée comme le Sénat, et tout cela faisant commune va permettre une meilleure gestion, et une gestion qui va aboutir. Encore que les universités travaillent pour nous donner des technologies qui nous permettent véritablement de... Parce que croyez-moi, eh bien, regarde, lorsque je travaillais avec une société française, Egis PDPA, qui a travaillé avec la banque et j'ai été recruté. Je suis allé jusqu'à Anvers, au port d'Anvers. La grime que nous avons ici, d'un diamètre de 150 à 250 cm, la grime coûte 10 000 euros. 10 000 euros. À l'époque, c'était 14 000 $. Vous imaginez? Regardez le nombre de grimes qu'on amène à Matadi. Chaque jour, par des véhicules de remorque. Et regardez combien la contribution, n'est-ce pas, de toute cette production dans notre budget. 0. Donc, c'est sérieux. Et donc, nous avons intérêt, cher ami, qu'à différents niveaux, que chacun fasse sa partition. Il faut que chacun fasse sa partition et que les médias se spécialisent. Pas venir parler des questions environnementales sans aucune maîtrise. Il faut, c'est l'État aussi qui organise tous ces centres de formation professionnelle, etc. Les médias aussi, de manière privée, peuvent aussi s'organiser dans ce sens-là. Et s'il y a un média qui est derrière pour savoir combien on a produit, combien on a donné aux populations riveraines, combien on a exporté, combien on a payé, l'ITIE n'est pas pour rien. Et donc, on a besoin de savoir combien on a payé, on a vendu, on a payé, etc. Toutes ces structures-là constituent ce qu'on appelle un cadre de surveillance mutuelle, où il y a interaction, où il y a la performance, ce qui représente la gestion des affaires publiques. Norbert Yamba, on va terminer cette émission, mais sans parler des questions de l'eau. Les ressources hydriques, la République démocratique du Congo en dispose énormément, avec bien sûr autant de quantités d'eau douce. Aujourd'hui, la question de la gestion intégrée des ressources en eau, comme on les appelle au niveau de la Commission internationale du bassin Congo ou Bangi-Sanga, pose problème. Les Congolais n'ont pas d'eau, n'ont pas accès à l'eau potable. Est-ce que ce n'est pas un contraste? C'est un contraste réel. Je voudrais vous donner un peu les statistiques en fait. Vous savez, sur 100% d'eau, il y a 2,6% d'eau glacée, inutilisable. Il y a 9,6% l'eau polluée. Et il n'y a que 0,06% d'eau douce. C'est que c'est une ressource rare. Mais curieusement, l'eau douce, parce qu'à cause de notre forêt, etc. Et donc, ça se retrouve en Afrique, pour la plupart, pour la plus grande quantité, dont le Congo dispose de 53%. Tout à fait. Mais regardez, nous avons combien de... Nous avons un grand fleuve. Nous avons combien d'affluents qui ont pratiquement le même niveau qu'un fleuve. Nous avons combien de rivières? Curieusement, il n'y a pas d'eau. C'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique. Je me suis rendu compte à l'époque que P.A.S.O.N.A.M. Tchongo Chibila Ntumba, qui visiblement a été un homme qui a été entraîné dans son travail, mais qui a réalisé des grandes performances. Même dans des territoires où on trouverait de l'eau. J'étais dans un grand territoire où on trouve plus de 3 millions de personnes à Bumba. Il n'y a pas d'eau.
vous voyez des anciens tuyaux qui sont disponibles. Mais à l'époque, Tchongo l'avait fait. Vous allez dans des endroits comme Bokungu, Ikela, etc. Et vous trouvez ces anciens. Et ça coûte combien? Mais le budget de la République ne dépassait pas 1 milliard. On a toujours critiqué Mobutu de cela. Aujourd'hui, on a combien? Or, il existe des secteurs de souveraineté. Le secteur de souveraineté, mon ami, il y a la sécurité, il y a la question de l'éducation, il y a la question de l'alimentation, et il y a la question de la santé. Mais il faut mettre l'électricité et l'eau. C'est très important. Mais écoutez, on en fait quoi? On en fait quoi? Donc, cette question d'eau, on aurait pu véritablement, à cause de la régularité des débits, n'est-ce pas, de notre fleuve, etc., en faire notre or bleu, qui nous permettrait de faire entrer de l'argent comme nous avons le coltan, nous avons le cobalt, etc. Il faut une question de vision. Je salue le président de la République qui visiblement dispose d'une politique assez claire par rapport à ça, parce qu'il estime qu'il faut construire des pipelines, encore que tous ceux qui veulent naturellement avoir de l'eau chez nous, qu'il y ait des pipelines, n'est-ce pas, à l'embouchure, et ça permettrait véritablement la distribution. Mais le grand problème, c'est qu'à l'intérieur, on a fait comment? Aujourd'hui, la desserte à l'électricité, on n'est pas au-delà de 9%. La desserte à l'eau, on n'est pas au-delà de 20%. Vous voyez, donc nous sommes dans une situation où cela constitue un défi. Si hier, on était à 16%, aujourd'hui on a diminué, on a nivelé vers le bas. Et on a besoin véritablement que ce secteur-là, ministère de l'énergie, on ne peut pas mettre n'importe qui dans n'importe comment. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont une expérience grandissante par rapport au secteur et qui emportent leur expérience et qui cherchent également des hommes et des femmes qui ont la capacité d'innovation et permettre à ce qu'on puisse véritablement desservir ce que nous avons besoin à la population. Alors aujourd'hui on parle qu'il faut doter le pays d'un ministère qui s'occupe essentiellement de l'eau, mais en termes de géopolitique, des questions des ressources en eau, M. Norbert Yamba, il faut donner de l'eau au lac Tchad, le bassin du lac Tchad qui s'assèche, mais au niveau interne, vous l'avez dit, il y a encore des problèmes. Est-ce que ça ne va pas aujourd'hui, demain, provoquer ce que nous appelons aujourd'hui une guerre de l'eau, parce que la ressource est devenue de plus en plus rare, avec surtout les questions des changements climatiques, des ressources, des niveaux d'eau qui baissent d'un côté, de pollution de l'autre. Est-ce que toutes ces questions mises ensemble ne vont pas nous amener demain à des conflits en termes d'eau? Vous avez raison, mon ami Ruben. Prenez seulement Kinshasa, Kimbanséké, c'est 2 500 000 habitants. C'est plus que le Gabon. Hein. Le Gabon en peine 2 millions. Et voilà. En termes de desserte d'eau, on n'est pas au-delà d'1%. 99 des gens n'ont pas d'eau. Oui. Et si à Kimbanséké, qui se trouve être la commune de la ville de Kinshasa, et en Ponchori, à Ikela, à Lombela, ou je ne sais pas, à Bafasende, ou à Walungu, etc. Ça pose problème. Ça pose problème. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est cette procrastination de faire croire qu'il n'y a que la régie des occupés de servir. Oui. Nous sommes dans un grand pays, une grande nation. 9 fois le Japon, 5 fois la France, 8 fois la Grande-Bretagne. Il faut libéraliser les secteurs. Il faut libéraliser le secteur. Il faut libéraliser le secteur. Troisième chose, au-delà de la libéralisation du secteur, mais il faut d'autres stratégies. Pourquoi seulement la régie des eaux avec la tuyauterie et les inductions d'eau gravitaire? J'ai vu à Bukavu, dans le village du Kivu, une ONG qu'on appelle Adi Kivu. Oh là là, c'est pas Siabagenda, cette ONG-là a beaucoup travaillé dans les... C'est pas Adi Kivu, mais j'ai perdu le nom, mais c'est le directeur général, c'est pas Siabagenda. Ils ont fait des inductions d'eau gravitaire où on a dispatché l'eau à travers véritablement tous les villages. Et pourquoi le gouvernement ne le ferait pas? Moi-même, à Kimbanséké, j'ai tenté une expérience, une recherche-action. J'ai desservi plus de 35 000 personnes de l'eau avec le système d'aménagement des sources. J'avais des collègues que j'ai formés, etc. Et on a desservi l'eau.
par des aménagements de sources, etc. Et cela est possible. Et cela reviendrait au gouverneur de province. Parce que la question de l'eau, lorsque vous regardez les principes de la décentralisation, l'eau, l'électricité, on peut. J'ai vu à Bukavu le système de l'électricité par le vent, les éoliennes. Oui. Nous avons fabriqué, parce que j'ai été formé par le père de Fou, paix à son âme, le système, par exemple, de biogaz, où on produit du gaz avec une super végétation, la biomasse, etc. On doit expérimenter. Pourquoi chez nous être responsable, c'est seulement pour porter la cravate et la veste et faire des discours, ramasser toutes les maîtresses qui traînent à la cité, etc. C'est pas correct. Voyez, ça c'est au niveau des stratégies qu'il faut diversifier dans le cadre de la desserte de l'eau. Mais il y a aussi ce qui nous attend et qui risque véritablement de nous être fatal. Hein, parce que je vous ai dit que l'eau douce, c'est 0,06. C'est que très clairement, les gens en ont besoin. Or, nous en avons 53. Aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, il y a beaucoup de fleuves qui sont en situation difficile, notamment le lac Tchad. Et le lac Tchad dessert plus de 6 pays. Et donc, les gens ont vécu que de l'agriculture. Qui visiblement a été impacté bien entendu. Et alors, il y a trop de réfugiés climatiques aujourd'hui sur le long du lac Tchad. Et alors maintenant, on a besoin. Vous savez, quand ils se sont retrouvés à Abuja, ils ont décidé de pouvoir prendre notre eau, même par force. Et voilà. Donc, nous disons quoi? Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a même, au-delà du lac Tchad lui-même, il y a le Nil. Oui. Il y a une discussion entre l'Éthiopie et l'Égypte. La construction du barrage de Renaissance absorbe pas mal d'eau et l'Égypte en a besoin et dans un espace de 1000 km. Et ça pose problème. Et donc, la source du Nil, le Congo aussi est partie prenante. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, au lieu que les gens acceptent de rester dans leur bureau, hein, on doit travailler. On doit travailler et nous avons intérêt, nous ne pouvons pas souffrir. Nous ne pouvons pas manquer. Écoutez, notre eau là, nous pouvons vendre ça. Il y a des bailleurs de fonds, de vautours, qui sont disposés et qui veulent s'occuper de cette vente-là. Et en nous reléguant au second plan. Mais nous pouvons négocier avec eux. Parce qu'ils ont des capitaux, nous disons, nous aussi nous avons notre capital parce que notre eau, et nous pouvons faire de l'argent. Et donc nous avons véritablement des grands défis, le défi véritablement de regarder dans tous les espaces, dans toutes les aires protégées. Si nous avons des ressources naturelles qu'il faut véritablement vendre, eh bien il faut savoir négocier avec ceux qui ont des technologies sans impacter les écosystèmes. Nous pouvons véritablement jouir de ces ressources. Nous avons également besoin de voir un peu notre or bleu pour que cela puisse remplacer le diamant, remplacer le cobalt, remplacer le coltan. Et ça, on en a besoin. Et le Brésil, qui est du reste notre allié par rapport à ça, en termes de potentialité, est en avance. Et il peut nous aider. Il peut nous aider à faire son expérience encore qu'il faut construire des passerelles. Et cela ne demande pas d'aller à l'université pour véritablement créer une telle initiative. Alors, Norbert Yamba, on va terminer avec cette émission. Question des ressources forestières, ressources hydriques, l'eau, les forêts. C'est des ressources qui doivent contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Mais il faut insister qu'en les gérant de façon durable, parce que c'est pas seulement nous qui sommes concernés, mais aussi les générations futures sont concernés par ces ressources et donc nous devons leur léguer ces ressources pour que elles aussi, ces générations futures, viennent également exploiter et de façon durable. Que dire pour conclure avec cette émission? Voilà, Dieu nous a tout donné et nous sommes l'esprit de Dieu incarné dans le corps physique. C'est que nous sommes capables d'utiliser cet esprit de Dieu pour transformer. Raison pour laquelle nous transformons les noix de palme en huile. Nous pouvons le faire avec le cobalt, nous pouvons le faire avec notre eau, nous pouvons le faire avec n'importe quelle ressource que nous disposons. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Hier, il y a eu transfert du pouvoir de l'Afrique vers l'Europe. Aujourd'hui, il y a transfert de la puissance de l'Europe vers l'Asie. Mais l'Europe ne se sent pas vaincue.
Et ils sont en train véritablement de construire une guerre sous forme de guerre froide et qui risque de se passer en Afrique. Et le pays de prédilection, parce que demain, avec le dérèglement climatique, on a besoin de ressources qui doivent lutter contre ce dérèglement. Et ces ressources se trouvent à 60% au Congo-Kinshasa. Et donc, si le Congo-Kinshasa a une élite politique qui ne se réveille pas, qui est préoccupée par les intérêts interistes, qui est préoccupée justement par l'enrichissement insolent et illicite, écoutez, on va revenir pour nous coloniser. Nous sommes déjà colonisés avec des mécanismes qui existent, mais on risque de nous coloniser encore physiquement. Et donc, pour sortir véritablement de cette situation, il faudrait qu'on fasse une pierre deux coups. Au même moment que nous mettons en place ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation, qui constitue une organisation qui regroupe tous les Congolais au regard du défi de lutte contre la pauvreté, sans clivage politique ni idéologique. C'est au même moment que nous nous disons qui sont les meilleurs d'entre nous, qui s'occuperaient de telle ou telle question pour que nous puissions véritablement booster le développement de la République. C'est de cette manière-là qu'on va vivre comme les dragons asiatiques, où la Corée aujourd'hui est comptée parmi les 11 puissances économiques du monde, encore que la Corée n'a pas les mêmes potentialités que nous, et que nous étions au devant de la Corée en 1960, pourquoi pas, nous ne pouvons pas récupérer cette place. Et c'est là la volonté volontariste des médias, des ONG, de l'élite politique, des opérateurs économiques, de l'élite intellectuelle, tous ensemble, dans une synergie gagnante, on va relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. C'est bien dit, le vrai défi, c'est de lutter contre le sous-développement, de lutter contre le développement, plutôt la pauvreté de la population congolaise. Voilà pourquoi Dieu nous a dotés de ces immenses ressources naturelles pour que nous puissions les exploiter, mais les exploiter de façon durable pour penser aux générations présentes, mais aussi et surtout aux générations futures. Norbert Yamba Yamba, merci. Merci bien. Merci pour l'invitation. J'espère que cela soit la dernière fois. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission RDC Environnement qui a planché sur les questions de gestion des ressources forestières et des ressources en eau. C'est vrai, il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Vous savez que la télévision, c'est le temps. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Peter Loma-Djessa, Geneviève Mizé-Guélé, Guilain Mouzembe de Gonzague et à tous les autres héros dans l'ombre. RDC Environnement reviendra très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.